Bon, décortiquons un peu tout ça. En tant que médecin généraliste ici à Bruxelles, je dois dire que j'ai vu défiler pas mal de dossiers sur notre sujet du jour. Et ça m'a frappé, cette exploration d'aujourd'hui, elle nous emmène sur un terrain incroyablement intime. On parle d'une affection de la peau qui provoque des douleurs physiques intenses et qui pourtant, qui reste enveloppée d'un silence assourdissant. C'est vraiment le mot. Un silence assourdissant. Ouais. L'objectif de notre discussion, c'est vraiment de disséquer cette maladie qui isole profondément ceux qui en souffrent. C'est souvent caché sous des couches et des couches de vêtements, et surtout sous des tonnes de non-dits. C'est lourd, c'est complexe, et la méconnaissance médicale crée une espèce de double peine en fait. La souffrance physique d'un côté et une immense détresse psychologique de l'autre. C'est tout à fait ça. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, elle est très claire. Il faut briser ces tabous tenaces et surtout déculpabiliser les patients. Totalement. L'idée, c'est pas juste de survoler la pathologie, mais d'apporter des réponses claires sur la réalité de cette maladie. D'aller au fond des choses. Exactement. Décortiquer ses mécanismes, analyser son impact au quotidien. Il faut vraiment allumer la lumière là-dessus pour dissiper l'ombre de la honte qui l'entoure. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Commençons par ce qui ressemble à un vrai jeu d'étiquettes médicales. Quand on lit les dossiers, il y a une confusion permanente sur le nom de cette maladie. On voit maladie de Verneuil d'un côté, hydradénite suppurée de l'autre, ou encore acné inversé. Oui, c'est le même combat. Voilà, nos notes sont formelles, c'est exactement la même maladie. Le terme Verneuil, ça vient juste du chirurgien français qui l'a décrite au 19e siècle. Et hydradénite suppurée, c'est le standard international aujourd'hui. Ce qui est fascinant ici, c'est que, au-delà de tous ces noms, c'est le mythe tenace de sa rareté. Les données européennes montrent que c'est absolument pas une maladie rare. Ça touche environ 1% de la population. 1%. Ouais. Si on projette ça sur l'Europe, on parle de plus de 5 millions de personnes concernées. 5 millions, c'est gigantesque. Et pourtant, ça reste complètement invisible pour le grand public. Et cette invisibilité, elle s'explique beaucoup par l'errance diagnostique. C'est un truc qui revient en boucle. Je repense à un cas dans nos notes, prenons l'exemple de Jean. Son parcours est tristement classique. Ses premiers symptômes, des lésions très douloureuses, sont apparus à la fin de l'adolescence. Et le pauvre Jean a dû patienter des années, voire plein de spécialistes, avant d'avoir le bon diagnostic. Les chiffres montrent d'ailleurs que ça touche plus souvent les femmes que les hommes et que ça commence très souvent à la puberté ou chez les jeunes adultes comme Jean. Mais pourquoi un tel retard de diagnostic? Ça semble lié à l'endroit même où ça sort, non? Totalement. Au début, les lésions ressemblent à de simples boutons ou à des furoncles un peu récalcitrants. La grande différence, c'est le remplacement et le fait qu'ils reviennent toujours. Ces nodures et ces abcès, ils se développent exclusivement dans les grands plis du corps. Donc les aisselles, l'aine. L'aine, le sillon interfessier, l'intérieur des cuisses, parfois sous les seins, ce sont des zones intimes, moites, où il y a des frottements. Pour un patient, oser montrer ça à un médecin, surtout quand c'est purulent, ça demande un courage immense. Bien sûr. Et c'est justement cette localisation qui nourrit le plus grand malentendu psychologique. Face à des lésions qui suppurent dans des zones où on transpire, il y a cette question atroce qui ronge les patients. Pourquoi moi? Est-ce que c'est de ma faute? Il y a l'exemple de Germaine dans nos dossiers qui illustre ça parfaitement. Ah oui, Germaine. Ouais, elle vit dans une honte permanente. Elle s'est persuadée que ses abcès sont la preuve d'un manque d'hygiène, qu'elle est, je cite, sale. Et là, la biologie déconstruit ce mythe de manière catégorique. C'est non, ce n'est pas sale, ce n'est pas lié à l'hygiène, ce n'est pas contagieux. C'est important de le marteler. Absolument vital. Ce n'est pas non plus une maladie sexuellement transmissible. L'origine du problème, c'est un défaut purement structurel situé sous la peau, au niveau du follicule pileux. Donc la cavité où pousse le poil. C'est ça. Chez les personnes atteintes d'hydradénite suppurée, l'architecture de ce follicule est anormale. Pour faire très simple, la sortie se bouche. Le sébum et les cellules mortes s'accumulent à l'intérieur. Et sous la pression, ce follicule, qui est fragile à la base, finit par exploser sous la peau. Une vraie bombe à retardement. Littéralement. Il libère tout son contenu dans le derme profond, ce qui déclenche un incendie inflammatoire massif. Et les bactéries qui vivent pacifiquement sur notre peau d'habitude, elles profitent de ce carreau, elles colonisent la zone et créent du pus. Ce sont des opportunistes, pas la cause première de la maladie. Donc c'est vraiment un problème d'architecture de la peau à la base. Mais est-ce que c'est héréditaire? Il y a une composante génétique très claire.
Dans environ 35% des cas, on retrouve un autre membre de la famille qui est touché, avec un risque de transmission génétique d'environ 50%. D'accord. Et même quand il n'y a pas d'autres cas de maladie de Verneuil dans la famille, on retrouve souvent des maladies inflammatoires associées dans l'arbre généalogique. Comme la maladie de Crohn ou l'acné sévère, c'est ça? Exactement. Le terrain inflammatoire est partagé. Ce qui nous amène à la grande question. Une fois que le diagnostic est enfin posé, est-ce que ça se guérit? Alors, il faut être transparent. C'est une maladie chronique. Elle a souvent une phase d'aggravation pendant quelques années, puis elle a tendance à se stabiliser. L'approche médicale, elle est similaire à celle du diabète ou de l'hypertension. On ne guérit pas d'un coup de baguette magique, mais on gère la maladie au quotidien. C'est un traitement au long cours. Voilà. Et pour organiser ça, on utilise la classification de Hurley, qui définit 3 stades de sévérité. Oui, j'ai vu ça. Le stade 1, c'est le plus léger, même si le mot léger est très relatif vu la douleur. C'est quand on a des nodules ou des abcès isolés, très douloureux, mais ils se résorbent sans laisser de grosses cicatrices en relief et ils restent bien séparés les uns des autres. La bascule, c'est le stade 2. Là, la maladie creuse son sillon. Les lésions récidivent toujours aux mêmes endroits. Des fistules se forment. Des fistules, ce sont comme des petits canaux sous la peau. Exactement, des canaux souterrains. Et en guérissant, ça laisse des cicatrices très dures en forme de cordon. Mais au stade 2, il reste encore de la peau parfaitement saine entre les lésions. Contrairement au stade 3, qui est vraiment le stade le plus sévère. Là, on parle de vastes placards suppurants. J'aime bien l'analogie des galeries de taupes sous un jardin. C'est une très bonne image. Toutes les lésions communiquent entre elles sous la peau, l'inflammation est globale et il n'y a plus du tout de peau saine dans la zone touchée. Face à ça, l'arsenal médical doit s'adapter. On a d'abord l'antibiothérapie au long cours. Attention, on précise bien, c'est pas juste pour tuer une bactérie ponctuelle. Non, le but, c'est d'utiliser l'effet profondément anti-inflammatoire de certaines familles d'antibiotiques. On utilise aussi des anti-inflammatoires classiques. Et chez les femmes, la pilule hormonale joue un grand rôle pour contrer l'influence des hormones sur les glandes de la peau. Il y a un traitement qui m'a vraiment interpellée dans les dossiers, c'est la metformine. Ah oui? C'est un antidiabétique hyper connu. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans une maladie de peau? Mais en fait, les études montrent un lien très fort entre cette maladie, l'inflammation chronique, et la résistance à l'insuline. C'est fascinant la façon dont tout est lié. Totalement. La metformine, elle va réguler cette résistance à l'insuline, ce qui, par effet domino, diminue l'inflammation globale du corps et réduit les poussées. C'est très ingénieux. Et pour les cas les plus sévères, les stades 2 avancés et les stades 3, on sort les biothérapies, les anti-TNF-alpha comme l'infliximab. Tu peux nous expliquer simplement comment ça marche? Bien sûr. Le TNF-alpha, c'est une protéine. Imagine que c'est une alarme incendie dans le système immunitaire. Mais elle est bloquée sur la position marche, ce qui crée une inflammation perpétuelle. La biothérapie, c'est un extincteur ultra ciblé qui va éteindre spécifiquement cette alarme. D'ailleurs, c'est le même genre de traitement qu'on donne pour la maladie de Crohn. Logique, vu les liens génétiques. Mais malgré tous ces médicaments, l'opération chirurgicale reste souvent au menu. C'est inévitable bistouri. Pas inévitable, mais très fréquent. Il y a plusieurs niveaux. En pleine crise aiguë, la douleur est intolérable à cause de la pression du pus. Là, le médecin fait une simple incision. On perce le ballon pour faire chuter la pression. Exactement, ça soulage instantanément. Ensuite, pour une lésion qui revient sans cesse au même endroit, on fait une excision, on la retire. Et pour les stades 2 et 3, où tout le réseau est détruit, c'est l'exérèse large. On enlève carrément toute la zone de peau malade. Sauf que, et c'est le drame de cette pathologie, retirer la peau malade n'efface pas les gènes. La maladie peut très bien apparaître sur un autre pli cutané plus tard. C'est vrai. C'est une gestion perpétuelle. Et le mode de vie joue un rôle d'accélérateur incroyable là-dedans. Parlons du tabac. C'est un sujet ultra sensible. Dans nos témoignages, il y a Rabia. Elle est épuisée, elle stresse de ne pas savoir quand son corps va faire une crise. Et la cigarette, c'est sa seule béquille pour gérer l'anxiété. Sauf qu'on lui dit que le tabac est son pire ennemi. C'est terrible parce que c'est le serpent qui se mord la queue. L'arrêt du tabac est un défi immense pour des patients déjà à bout. Mais le lien est indéniable. Le tabagisme actif est un déclencheur et un facteur aggravant majeur. Ça booste l'inflammation à un point critique. Et si, par exemple, Rabia ne fume pas, mais que sa mère fume à la maison, le tabagisme passif a le même effet? Alors, la fumée secondaire est un irritant, certes, mais les données sont claires. C'est vraiment le tabagisme actif du patient qui est le levier inflammatoire principal. Il faut vraiment accompagner le patient vers le sevrage, mais avec douceur, sans jamais le culpabiliser. Et l'alimentation dans tout ça?
Quelle approche adopter? L'objectif diététique, c'est de ne pas jeter d'huile sur le feu. On recommande un régime à faible indice glycémique. Donc on réduit les sucres pour éviter les pics d'insuline. J'ai vu une particularité étonnante concernant les laitages. Oui, on demande d'éviter spécifiquement le lait écrémé et les protéines de lactosérum, la fameuse whey, que prennent les sportifs. Parce que ça stimule les glandes sébacées, c'est ça, hein? C'est ça. Mais le truc curieux, c'est que les fromages classiques ou le lait entier sont globalement très bien tolérés. C'est bon à savoir. Et au niveau du poids? La gestion du poids est centrale. L'obésité ne crée pas la maladie, attention. Mais le surpoids augmente le volume et la profondeur des plis de la peau. Et qui dit plus de plis, dit plus de friction et de macération. Et ça, c'est fatal pour les follicules. Perdre même un peu de poids réduit mécaniquement les frottements, et donc les abcès. La friction, c'est vraiment l'ennemi. Ce qui nous amène aux vêtements et au sport. Comment s'habiller quand on a cette maladie? Des vêtements amples, en coton. Tout ce qui est synthétique, moulant, qui garde l'humidité et qui frotte contre la peau, on oublie. Donc, le pantalon de yoga hyper serré pour faire du sport, c'est la mauvaise idée. Mais on peut quand même faire du sport. Bien sûr, le sport est même excellent contre l'inflammation générale. Mais il faut des tenues très respirantes qui ne serrent pas les plis de laine ou des aisselles. Il y a une question très pratique qui revient souvent aussi, vu que ça touche les zones poilues, l'épilation. Comment on gère? Le rasoir manuel et la cire sont à proscrire absolument dans les zones touchées. Ça crée des micro-traumatismes sur des follicules déjà en souffrance. Ça remet une pièce dans la machine? Exactement. Les dermatologues recommandent l'épilation définitive au laser en dehors des crises. En détruisant la racine du poil, on élimine la structure même où naît l'inflammation. Tous ces efforts au quotidien, s'habiller, faire attention à ce qu'on mange, ne pas fumer, ça s'ajoute à une fatigue monumentale. Et je crois qu'il faut vraiment valider ça. La fatigue extrême de ces patients, c'est pas dans leur tête. Non, c'est purement physiologique. Le corps est engagé dans une guerre inflammatoire perpétuelle. La douleur chronique épuise le système nerveux, sans compter les nuits où on ne trouve pas de position pour dormir sans avoir mal. Ce cocktail-là, il mène directement à une souffrance psychologique énorme. Les études européennes font froid dans le dos sur ce point. Il y a un risque suicidaire très fort. Près d'un malade sur 3 y a déjà pensé. La douleur physique en continu, l'altération de l'image de soi, l'isolement et, chimiquement, l'inflammation elle-même qui pèse sur l'humeur, la dépression doit être traitée avec la même urgence que la maladie de peau. C'est clair. Et cet impact, il est dévastateur dans la sphère intime. Je pense à un autre témoignage, celui de Kizito. Il rencontre quelqu'un, il débute une relation, mais il est terrorisé à l'idée de devoir expliquer les cicatrices et les lésions au niveau de ses parties génitales. La peur d'être vu comme contagieux ou de subir un rejet, ça le paralyse complètement. C'est pour ça qu'il faut être d'une clarté absolue pour rassurer les patients, comme Kizito. C'est 0% contagieux pour le partenaire. Et surtout, c'est un mythe qu'il faut détruire. Ça ne rend absolument pas stérile. C'est fondamental de le rappeler. Oui, il n'y a aucune contre-indication médicale à avoir des enfants avec cette maladie. Et pour le reste de la vie sociale, est-ce qu'on peut continuer à travailler, à aller à l'école ? Oui, bien sûr, mais avec des aménagements. Imagine un ado au lycée en pleine crise avec un abcès au niveau des fesses. Rester assis 8 heures sur une chaise dure, c'est une torture absolue. On ne s'en rend pas compte, mais c'est invivable. Donc, il faut des dispenses de sport pendant les poussées et surtout un accès confidentiel à l'infirmerie pour se changer, prendre un antalgique, changer un pansement qui coule sans subir le regard des autres. Ce qui soulève un défi gigantesque chez les jeunes. 140 adolescents développent cette maladie chaque jour en Europe. Comment un gamin de 14 ans trouve le courage de dire à ses parents « j'ai du pus qui coule au niveau de l'aine ». C'est affreusement difficile. La pudeur, la peur qu'on remette en cause leur hygiène, la plupart se taisent et souffrent le martyre en silence. Dans ce cas, les protocoles proposent une stratégie que je trouve géniale en tant que généraliste. Utiliser le médecin comme bouclier. C'est le rôle de médiateur, oui. Le jeune vient, il demande à voir le médecin seul, 5 minutes, sous le secret médical. Il montre la lésion. Et ensuite, c'est le médecin qui fait entrer les parents et qui explique avec son autorité scientifique. Il nomme la maladie et il dit aux parents « ceci n'a rien à voir avec la propreté ». La culpabilité disparaît des épaules du jeune instantanément. Et la dynamique familiale change. L'entourage devient une équipe de soutien plutôt qu'un tribunal sur l'hygiène. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Si on devait résumer notre exploration, l'hydradénite suppurée, c'est une maladie physique, structurelle. Ce n'est pas une fatalité due à un manque de douche. C'est une pathologie qui demande une rigueur folle,
des traitements lourds, parfois de la chirurgie. Mais le pire ennemi dans tout ça, ça reste le silence et l'isolement. Je te rejoins complètement. Et pour conclure sur une réflexion un peu plus large, cette maladie nous montre à quel point notre peau n'est qu'un miroir. Un miroir de notre inflammation profonde, de notre génétique, de notre alimentation. Ça soulève une question fascinante pour l'avenir. Et si demain, soigner notre peau ne passait plus du tout par des crèmes à l'extérieur, mais consistait à réapprendre à dialoguer avec tout cet écosystème microscopique et immunitaire qui vit à l'intérieur de nous? Ça change complètement la donne. Ça nous oblige à regarder notre propre corps avec beaucoup plus d'humilité, en comprenant les batailles invisibles qui s'y jouent. En tout cas, merci d'avoir partagé toute cette expertise aujourd'hui. C'était dense, parfois rude, mais tellement essentiel pour ceux qui vivent ça au quotidien. Continuons à casser ces idées reçues et gardons l'esprit ouvert. À très vite pour une nouvelle analyse en profondeur.